Voilà, donc en premier lieu, je voudrais remercier Frances Cuxart de m'avoir invité à parler de la place de la famille quand un jeune devenait adulte. Quand il m'a demandé cette intervention, il m'a paru important de ne pas témoigner uniquement à mon nom, mais de témoigner au nom de beaucoup de familles que je côtoie dans ma région, la région du Sud-Est, puisque j'habite près de Marseille. Donc ce témoignage sera à la fois basé sur mon expérience personnelle, mais aussi sur... Les mots de... Bon, donc je recommence. Voilà. Donc je vous disais qu'il m'était apparu vraiment important de ne pas témoigner en mon nom personnel, mais de témoigner au nom de beaucoup de familles que je côtoie dans ma région. Voilà. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de mon témoignage, j'ai voulu le ponctuer de moments heureux que ces familles, enfin, avec des photos, que les familles ont bien voulu me permettre de vous présenter. Voilà, pour donner aussi une note d'espoir, je pensais que c'était important aussi, je vous commenterai ces photos et le commentaire que les parents m'ont demandé de vous faire sur ces photos. Voilà. Quand Frances m'a demandé ce témoignage, j'ai vu tout de suite une difficulté. Parce qu'en fait, je me suis dit, nos jeunes avec autisme sont si différents les uns des autres que les attentes familiales sont très différentes les unes des autres. On a parlé là ce matin d'adultes avec déficience intellectuelle, on a parlé d'adultes de haut niveau de fonctionnement, et bien évidemment, les attentes des familles avec ces deux extrêmes du continuum du spectre autistique sont très très différentes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la gravité vraiment des troubles, et notamment des troubles du comportement, faisait que bien des familles étaient épuisées quand le jeune atteignait l'âge adulte. La similitude quand même de toutes ces attentes et de tout le parcours de ces familles, c'est qu'elles ont toutes traversé de grandes difficultés, et même pour celles dont l'enfant a une évolution positive. Parce qu'il y a eu les difficultés pour le scolariser, les difficultés pour l'emmener dans des endroits différents, l'emmener dans des lieux de sport, des salles de sport, des lieux de loisirs, des cinémas, voilà. Et ça, c'est quand même un point où toutes les familles peuvent se retrouver, que l'enfant soit atteint d'un haut niveau d'autisme ou d'un autisme avec une déficience intellectuelle. Il m'a semblé aussi naturel, quand j'ai réfléchi, de me dire que le parcours d'une famille, quand l'enfant atteignait l'âge adulte, ne pouvait pas se départir de tout son vécu depuis l'annonce du diagnostic. Et là, j'ai marqué être parent d'un adulte avec autisme, c'est être porteur d'une histoire singulière. Et je voudrais repartir de cette annonce. Quand mon fils avait 2 ans et demi, on m'a dit un petit peu à mot détourné, parce que c'était il y a 19 ans en arrière, qu'il avait un trouble de la personnalité. On ne m'a pas prononcé le mot d'autisme. Donc c'était un petit peu des mots détournés. Et voilà, on m'a dit ça. Et ensuite, j'ai fait un parcours de vie avec ça. J'ai été confrontée à cet âge-là, à ce moment-là de ma vie, à un petit enfant de 2 ans et demi, qui était le 3e de mes fils. Donc j'avais déjà 2 enfants, qui était difficile à comprendre et qui était en perte de toutes ses capacités langagières et sociales. C'est-à-dire, j'ai vu une dégringolade pendant 4 mois, comme si je perdais mon enfant. Voilà. Donc là, que s'est-il passé? En fait, il y a eu une année d'errement. Une année d'errement, de recherche des professionnels, de recherche des lieux. Et au bout de cette année, il m'est apparu, mais alors vraiment de manière claire, que la seule solution pour aider au mieux mon enfant, c'était de me former à ce handicap. Donc j'ai commencé beaucoup à aller à des congrès, à lire, à regarder des revues scientifiques, à essayer de comprendre. Et ça, c'était d'une manière théorique. Et ensuite, j'ai voulu me former d'une manière pratique à tous les outils qui pouvaient m'aider à pallier le déficit de communication. Et là, j'aimerais juste vous livrer un petit éclairage là-dessus. Un jour, j'étais dans la voiture, je revenais avec des copains de mes grands d'un séjour à la neige, et j'avais mon Rémi, puisqu'il s'appelle Rémi, mon garçon, qui a 21 ans maintenant, qui était petit, qui avait 5 ans,
Et puis, bon, il faisait circuler un paquet de bonbons dans cette voiture. Et j'étais au volant, j'étais la seule adulte. Et il s'est mis à hurler, à hurler, à hurler, au point que j'ai dit, bon, arrêtez de lui donner des bonbons, maintenant ça suffit, parce qu'il va se rendre malade, stop. Et il continuait à hurler, à hurler. Et je me suis dit, je vais m'arrêter sur le bord de l'autoroute, parce que je ne peux plus conduire dans cette condition. Jusqu'à ce qu'il était assis sur la 3e banquette. J'avais vraiment une ribambelle d'enfants ce jour-là. Jusqu'à ce que mon fils, le 2e, comprenne qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était la bouteille d'eau qui était sur la 2e banquette. Et absolument plus des bonbons. Et vraiment, j'ai eu un impact sur ma vie de mère en me disant, mais tu l'as laissé hurler pendant 20 minutes juste parce qu'il voulait boire. Et il ne voulait pas des bonbons, il voulait juste boire. Est-ce que j'aurais toléré qu'on me fasse ça à moi? Je vois une bouteille d'eau, je ne peux pas la prendre pour boire. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je lui donne une manière de communiquer et une manière de pouvoir au moins m'adresser des demandes vitales, comme un simple verre d'eau. Alors, si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous dire que je me suis formée, c'est juste pour vous dire que c'est l'investissement de nombreuses familles que j'ai pu côtoyer pendant tout ce parcours, depuis la petite enfance de leur enfant, jusqu'à cet âge maintenant, qu'on qualifie d'âge adulte. Et cet investissement, il dépasse de beaucoup l'investissement qu'on peut avoir pour un enfant ordinaire. Voilà. Ces parents, j'en connais énormément, mais j'en connais plein d'autres, qui ont passé des heures à faire des apprentissages à leurs enfants, des heures à chercher comment contourner tel et tel problème. Et j'entendais tout à l'heure des choses, Patricia Oline, Rita Jordan, qui m'ont vraiment fait un rappel de tout ce que j'ai vécu, des heures à tenter de comprendre pourquoi le trouble du comportement, à savoir comment faire passer au mieux une consigne. Et là, Rita Jordan, elle nous l'a bien expliqué tout à l'heure. En fait, parfois, c'est pas parce qu'ils savent pas faire, c'est juste que la consigne, on leur présente pas de la bonne manière. Voilà. Donc, toute cette réflexion, des heures à réfléchir à ça, des heures à construire des outils individualisés, c'est-à-dire qui lui convenaient à lui, pas quelque chose de tout fait qu'on lui impose comme ça. Après réflexion, savoir ce qui lui convenait le mieux à lui. Des heures aussi sur les terrains de sport, dans les parcs, à jouer, à construire. Des heures, alors dans des réunions, avec des professionnels ou à l'école, qui étaient parfois plus fatigantes ou démoralisantes que l'handicap de mon enfant. Et c'est vrai, des heures à coordonner les professionnels. Alors c'était il y a 19 ans, maintenant quand même ça va mieux. Mais à 19 ans, moi je me suis retrouvée à coordonner les professionnels qui œuvraient autour de mon enfant. Des heures à travailler autour d'une prise en charge cohérente ou à apporter des éclairages, justement sur les troubles du comportement, éviter qu'on fasse des mauvaises interprétations, comme j'ai pu en faire moi-même. D'une manière générale, des heures à généraliser les situations, les acquis, mais en situation écologique. Pas seulement dans un bureau, en face d'un professionnel, mais dans tous les actes de la vie quotidienne. Voilà, ça c'était juste un petit préambule, mais je pense qu'on ne peut pas être parent d'un adulte avec autisme sans qu'il y ait tout ce vécu derrière, qui a profondément marqué notre vie de parents et qui est là et qui nous a fait avancer. Alors, en préambule, je voudrais vous livrer 2 réflexions que m'ont demandé de vous transmettre des familles. Donc là. Ah, ça c'est tout ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas été assez vite. Voilà, ce sont ces 2 réflexions-là. La première réflexion faite par les familles a été celle finalement de l'âge adulte. Les professionnels souvent nous disent « Votre enfant, il est adulte maintenant, il est majeur ». Et puis les parents, ils répondent « Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir 18 ans pour eux ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir 20 ans pour eux ?» Effectivement, ils ont atteint l'âge administratif et social d'être adultes, mais qu'est-ce qui a vraiment changé dans leur vie ? À leur fameux anniversaire, comme disait Rita tout à l'heure, quand ils ont dit 18-20 ans, qu'est-ce qui a changé? Donc cette espèce de dichotomie qu'il y a à nous dire, vous avez un enfant qui est adulte, alors quand je dis enfant, il faut le prendre comme fils ou fille, hein, mais vous avez un enfant qui est adulte,
Et puis, on voit que oui, il a un corps d'adulte, mais il est resté à un âge d'enfant, un âge développemental d'enfant. Donc ça, c'est une difficulté. Et finalement, je me suis dit, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt raisonner en termes de capacité, plutôt qu'en termes d'âge? Voilà. C'est quelque chose qui me paraît évident peut-être à plein de parents, mais c'est ce que notre enfant peut faire. Et on verra après aussi ce qui peut le rendre heureux qui est important. La deuxième réflexion, mais ça concerne peut-être un problème qui est vraiment français, mais je vais vous le faire monter, c'est on arrive à l'âge adulte, on a fait, j'allais dire une tonne de dossiers, mais beaucoup de dossiers pour dire que notre enfant était atteint d'autisme. On arrive à l'âge adulte, eh bien, il faut tout rejustifier et tout recommencer. Et là, il y a une lourdeur administrative pour les familles qui est très importante et difficile à supporter. Donc je me suis posé la question de me dire, bon, finalement, il arrive à l'âge adulte, quelles sont les attentes des familles à ce moment-là? Et finalement, il n'y a qu'un mot qui m'est vraiment venu à l'idée, c'est que finalement, comme tout parent, quel que soit le niveau de fonctionnement atteint par le jeune, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que notre enfant ne soit pas en souffrance et on a envie qu'il soit heureux. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Donc je me suis dit, alors voilà, alors je ponctue par une petite photo. C'est une maman qui m'a envoyé cette photo et elle m'a dit, je lui avais demandé de m'envoyer un moment de bonheur. Alors c'est elle qui prend la photo, donc elle n'est pas dessus. Et elle m'a dit, bah, tu vois cette photo, c'est un moment d'interaction complice, c'est un moment de grâce pour les parents qui est derrière l'objectif, mais dis bien que pour en arriver à cette photo, c'est-à-dire une complicité et une interaction entre ces deux jumelles qui sont atteintes d'autisme, il y a un long travail derrière. Et que ce n'était pas comme ça du tout au début. Voilà. Donc c'était un moment heureux, c'était un moment qui fait appel à tout plein de travail qui a été fait en amont. Alors comment est-ce que nos jeunes avec autisme, en étant adultes, peuvent être heureux? Alors je me suis dit vraiment, ce qui me semble, c'est valoriser au maximum leurs compétences. Alors par le travail, et je me suis dit un travail en milieu ordinaire ou un travail en milieu protégé. Si le travail n'est pas possible, soit en milieu ordinaire, soit en milieu protégé, que les jeunes doivent vivre dans une institution, pareil, on peut valoriser les compétences en institution. Et Rita nous disait, elle a 18 emplois. Je dirais un petit peu pareil, il y a plein de petites responsabilités qui peuvent leur être confiées et qui vont permettre qu'ils s'épanouissent mieux au sein d'une institution. Voilà. Et aussi par un accompagnement au travail. Ça m'a semblé ça énorme. Il faudrait que chaque personne avec autisme qui puisse travailler ait une personne pour adapter la tâche, aménager, rendre lisible le travail, organiser les moments où les contacts sociaux peuvent vraiment poser problème. Et on sait très bien que ce n'est pas forcément dans le travail qu'il va y avoir problème. C'est au moment de la pause, c'est au moment des transitions. Voilà, un petit peu comme pour les enfants en récréation. Hein. Finalement, à l'école, c'est souvent la récréation qui est plus compliquée que quand on est dans la classe. Voilà. Donc ça semblait un élément important et nous, on est en attente de ça vraiment, les familles. Voilà. Ensuite, comment être heureux par des temps de loisirs, du sport, de l'art, de la culture. Voilà. Je vous montrerai un petit peu des photos encore tout à l'heure que m'ont confié des familles là-dessus. Voilà. Rita disait tout à l'heure, elle a parlé d'escalade, je vous montrerai des photos, mais ça semblait vraiment important. Comment être heureux par un lieu de vie adapté? Voilà. Nos jeunes, ce qui compte pour arriver un petit peu à les mettre en pleine possession de leurs moyens, c'est une adaptation de l'environnement. Et ça, on le perd trop souvent de vue. Le lieu de vie, il doit être adapté. Quand on pense à des jeunes en institution, des jeunes par exemple qui ont une hyperacousie et qui sont confrontés toute la journée au bruit de ceux qui crient à côté. Voilà. S'il n'y a pas des possibilités de repli, s'il n'y a pas des possibilités de moments où ils peuvent un petit peu se recentrer, se reconcentrer, mais nous-mêmes, on ne le supporterait pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble aussi fondamental.
Oui, sur les temps de sport, je vais revenir à ça, parce que je voulais aussi vous donner un exemple. J'ai eu très très récemment le témoignage d'une famille dont la jeune fille qui a 22 ans est en institution. Elle était de plus en plus médicalisée, de plus en plus de traitements. Et un jour, la maman m'a appelée, parce que j'ai mis en place un réseau de sport dans ma région. Elle m'a appelée en me disant, est-ce que Christiane ne peut pas avoir du sport? Et je lui ai dit, oui, je peux essayer, on fait venir un éducateur. Si c'est en bien interaction avec l'institution, pourquoi pas? Je voudrais vraiment vous montrer des films, alors je ne les ai pas là, mais sur l'épanouissement de cette jeune fille quand elle sort de son institution et qu'elle va faire du sport à l'extérieur. C'est deux personnes différentes. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des solutions à trouver pour que les jeunes s'épanouissent mieux que toujours refermés en milieu institutionnel. Voilà, ensuite j'ai pensé vraiment par une prise en charge des problèmes somatiques. Les problèmes dentaires, les problèmes ophtalmologiques, les problèmes gynécologiques, auditifs parfois, les mal de ventre, on sait qu'il y en a beaucoup des jeunes avec autisme qui ont mal au ventre, les règles douloureuses. Et j'ai eu très récemment pareil, un exemple d'une famille, le jeune était en institution, tout d'un coup changement de comportement, il se tapait sur les murs, on a dit il devient violent, il frappait les éducateurs, et donc on a commencé pareil un traitement. Jusqu'à ce que finalement on s'est rendu compte qu'il avait une carie très 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 profonde, qu'il faisait souffrir. Voilà. Et on a commencé un traitement au lieu de prendre en compte le fait qu'il avait mal aux dents. Donc voilà, ça c'est aussi une dimension. Et bien souvent, le souci des familles est de trouver le réseau de soins, quand il existe, où il y a des professionnels susceptibles d'accueillir nos jeunes, de prendre plus de temps pour les mettre en confiance. Par exemple, simplement, le premier rendez-vous, c'est pour montrer la salle d'examen, c'est pour montrer les outils, c'est pour montrer la radio si on doit faire une radio panoramique. Voilà, il faut mettre la tête comme ça. Bon, montrer tout ça, prendre un seul rendez-vous, rien que pour ça. Montrer les appareils de soins, des réseaux qui soient susceptibles d'utiliser le Méopa, c'est un mélange oxygène-protoxyde d'azote, qui par exemple sur les soins dentaires marche bien, mais pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour faire une prise de sang dans de bonnes conditions, au lieu de se mettre à 4, coucher sur la personne pour la piquer. Voilà. Ça, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Des professionnels qui puissent utiliser des outils visuels pour aider à comprendre la personne, pour l'aider à comprendre ce qui va lui arriver et ce qu'on va lui faire. Trouver vraiment des professionnels qui soient sensibilisés au comportement et aux problématiques de nos jeunes. Voilà, alors je vous parlais de photos d'escalade. Et Rita, elle l'a abordé, l'escalade. Donc ça me faisait plaisir de vous montrer cette photo. Le petit point là-haut bleu, c'est mon garçon. Le petit casque blanc en bas, c'est moi. Voilà. Donc cette photo, je l'aime beaucoup parce que je me dis que finalement, il a une banane terrible quand il descend de ses voies d'escalade. Il a un sourire vraiment. Il est très très épanoui quand il fait ça. À travers cette activité, on a travaillé l'attention conjointe, dont parlait Rita. On a même travaillé finalement beaucoup d'aspects cognitifs, parce que maintenant il arrive à monter, là c'est une escalade en second, ce qu'on appelle, mais il arrive à monter en tête, c'est-à-dire à mousquetonner tous les anneaux dans le bon sens, à passer la corde dans le bon sens, à travailler la droite, la gauche, à travailler des tas de notions, et surtout à travailler le côté émotionnel dont Rita parlait. Voilà. Donc c'est vraiment, et je me dis finalement on a encore un lien tous les deux, il y a cette grande corde, mais il est vraiment très haut. Il a vraiment beaucoup progressé. Donc voilà. J'ajoute qu'il m'a assuré après, je ne suis pas montée plus haut que l'arbre. Hein. Voilà. Voilà. Ou encore cette autre photo, je suis là en haut d'une station de ski, alors qu'on m'avait prédit que mon enfant ne ferait jamais rien et qu'il n'aimerait jamais rien. Maintenant, il descend à ski des pistes rouges. Et c'est une activité familiale qu'on partage avec ses frères, avec nous. Voilà, rien n'est jamais perdu. Il faut toujours s'accrocher, à les faire avancer, progresser, à les rendre heureux. Donc, je me suis dit aussi, finalement, la place de la famille. J'ai 3 enfants. Je me dis, je reste parent de mon fils qui est un adulte avec autisme, comme pour mes autres enfants. Or, mes autres enfants, ils sont adultes, puisque ce sont les aînés. Mais quand il y a un gros souci, ils continuent à m'appeler et on continue à être des soutiens pour eux.
Donc je me dis que ne pourrait-on pas penser que, comme tout jeune qui quitte ses parents, la famille continue à être présente en cas de besoin, matériel ou aide morale. Tout spécialement avec ces jeunes avec autisme, il m'a semblé important que la famille exerce un rôle de veille. Et ça, je pense même quand le jeune est en institution. Moi, j'ai eu récemment le cas de 3 familles quand même, où il y avait eu une surmédication. On avait rajouté des traitements au traitement, jusqu'à des hospitalisations en psychiatrie. Et je me dis que c'est pas possible, quoi. On a absolument, en tant que parents, un rôle de veille à jouer là-dessus. Alors pourquoi je vous dis ça aussi? Alors vous allez me dire, j'ai été marquée par des propos, mais ceux-là, je les ai entendus il y a 15 jours. Donc je me suis dit, je vais à Barcelone dans 15 jours. Ça tombe bien. Voilà, j'ai entendu dans ma région, on était justement en train de préparer, de lancer des thèmes pour des colloques. Il est arrivé justement le même colloque qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la place des familles à l'âge adulte. Et un des professionnels qui était dans les salles a dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle des familles à l'âge adulte? Les familles doivent faire leur vie. Alors, ça m'a un petit peu assise et je me suis dit, est-ce à dire que toutes ces années d'investissement dont je vous parlais tout à l'heure doivent laisser la place au tout institutionnel? Voilà. C'est des questions que je pose. Je ne donne pas de réponse, mais je pose vraiment des questions. Voilà, pareil sur, finalement, quand un jeune arrive en institution, j'ai aussi des témoignages douloureux d'une famille qui voulait emmener le jeune 3 jours. C'était une grande fête familiale. Ça impliquait le samedi, le dimanche, le lundi. On a obligé la famille à le ramener le dimanche. Pourquoi? Tout simplement à cause de contraintes financières. Alors, les contraintes financières, on sait qu'elles existent, mais est-ce que nous, on accepterait d'être traités comme ça? Est-ce que si on doit aller à une fête de famille qui dure 3 jours, on nous demanderait de rentrer un jour avant? Donc voilà, ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'il y ait vraiment un besoin de souplesse. Voilà une autre photo qu'une famille m'a confiée. C'est un jeune qui a un bon niveau cognitif, mais qui a des troubles du comportement très importants. Et quand il est sur cette activité escalade, il a une concentration, un dynamisme et une joie. Et là, il pratique avec son père. Et ça m'a semblé important de vous la montrer aussi. Voilà. C'est des moments heureux qu'on vit avec nos enfants. Ou encore celle-ci, c'est une autre famille et ils sont en train de faire une randonnée glaciaire. Voilà, une randonnée sur un glacier. Donc je me dis, est-ce qu'on voit beaucoup de nos jeunes qui vont faire des randonnées glaciaires? Alors que c'est certainement possible. J'ai encore un peu de temps? Oui. Voilà, ce que m'ont fait remonter les familles, c'est de me dire, voilà, certains parents, et ça on le comprend tous, sont trop âgés ou trop fatigués, parfois, pour reprendre leur enfant au week-end. Mais est-ce qu'on pourrait laisser la possibilité à ceux qui ont encore la force de le faire et qui en ont envie d'organiser autour de leurs jeunes des activités qui sont structurantes, aussi bien pour l'esprit que pour le corps? Ça en fait partie. Et des activités que la structure, malheureusement, ne leur permettrait pas de faire. Par exemple, ça, j'ai jamais vu des jeunes faire ça. Quand je vais en station de ski avec mon fils, je demande souvent à l'éducatrice, est-ce que tu as vu beaucoup de jeunes ou des établissements qui viennent faire du ski à leurs enfants? Elle me dit non. Voilà. Je sais pas, non, c'est ça. Alors, je voulais aussi parler un petit peu de la place de la famille quand un jeune, justement, est en institution. Si on peut tous comprendre que l'entrée des familles dans les institutions ne peut pas se faire de manière désordonnée parce que c'est un petit peu comme si notre jeune vivait en colocation. Moi, j'ai un de mes fils qui vit à Paris en colocation. Je ne m'impose pas dans sa maison à n'importe quel moment. Il a des gens qui vivent avec lui et ce n'est pas possible. Par contre, la famille doit rester un partenaire et doit rester une personne ressource pour l'institution. Et ça, je l'ai entendu 2 fois ce matin, 2 même ou 3 fois,
par Madame Marco, Madame Oline, Madame Jordan, et Catherine Barthélémy aussi l'a dit ce matin aussi. La famille, c'est vraiment une personne ressource. Alors une autre réflexion qu'on a souvent entendue quand on arrive avec des parents adultes. Un enfant arrive quelque part, soit sur un lieu de prise en charge de travail, soit sur un lieu en institution, et on vous dit « Ouh là là, mais nous, on ne commence pas la mise en situation de travail, on ne commence pas les activités, il faut d'abord qu'on apprenne à le connaître. » Or, ce jeune, il a 21 ans, il a eu infiniment de personnes qui l'ont appréhendé, qui connaissent son mode de fonctionnement, mais là où on est vraiment interdit en tant que famille, c'est que les liens ne se font pas entre établissements, les transitions ne se font pas entre établissements, et donc on attend 2 mois, 3 mois, 4 mois, que les personnes connaissent notre enfant avant qu'il soit mis dans une situation d'activité ou une situation de travail. Voilà, donc ce qu'on aimerait, c'est vraiment des transitions entre établissements qui soient bien pensées et qui soient aménagées. Alors, un autre aspect qui me semblait aussi important de vous témoigner, c'est en France, en tous les cas, on a des orientations qui sont faites par la Maison des personnes handicapées. Ces orientations, elles figent énormément le parcours de vie de nos jeunes. On a par exemple une incohérence entre le travail et le logement. Alors, je vous explique un petit peu. En fait, en France, les textes imposent comme logement à une personne qui peut travailler et qui a quand même besoin d'un milieu un petit peu protégé, d'être dans ce qu'on appelle un foyer d'hébergement. Or, la plupart de nos jeunes avec autisme n'ont pas l'autonomie nécessaire, comme disait Rita aussi, d'aller dans ces foyers d'hébergement. Donc, on les oriente vers un foyer de vie. Là, il y a plus de personnel, mais là, ils n'ont aucun accès au travail, ni en milieu protégé, ni en milieu ordinaire. Et quand on sait que le travail peut les rendre heureux, quand c'est un travail utile et qui a un sens, et là je rejoins complètement aussi ce qui a été dit avant, je prends mon exemple, moi mon fils en foyer de vie, si on lui fait faire du coloriage ou des colliers, ben, il va vraiment s'ennuyer et c'est à ce moment-là qu'il va développer des comportements inadéquats. Si il va vers un travail extérieur, utile, manutention, en ce moment il travaille en lingerie dans une maison de retraite, il y est très heureux. Bon, pourra-t-il y rester, je ne sais pas, c'est un stage, mais ça se passe très très bien. Voilà. On a aussi des blocages. Voilà. Donc au niveau de cette difficulté en même temps entre le travail et le logement, la seule alternative, et ça on m'a vraiment demandé de vous insister dessus, c'est souvent de rester au domicile des parents. Alors la question c'était ça, comment on pourrait rompre cette rigidité de fonctionnement pour que nos jeunes trouvent des solutions souples. On sait que la plupart peuvent pas travailler sur des temps pleins par exemple, que ce qui pourrait être vraiment bénéfique pour eux, c'est un travail à mi-temps et l'après-midi d'autres activités. Bon, actuellement en ESAT, c'est rarement possible. Les ESAT, c'est des établissements spécialisés d'aide par le travail. Mais c'est rarement possible. On prend des temps pleins. Ça commence, mais tout doucement. Et en plus, on a des difficultés. Là, récemment, je connais une famille dont le jeune a été refusé en ESAT, juste parce qu'il ne parlait pas. Il n'avait pas le langage verbal. Sauf que toutes les tâches qui lui étaient proposées, il avait le niveau de fonctionnement de les comprendre. Une autre famille qui m'a aussi témoigné, on ne me l'a pas pris en ESAT en me signifiant qu'il n'avait pas la notion du salaire. Alors, vraiment, c'est effectivement, nos jeunes avec autisme, ils n'ont pas la notion du salaire. Par contre, un travail, ils aiment le faire. Ils aiment, et en général, ils aiment bien le faire. Ils aiment que le travail soit bien fait, bien accompli. Donc, c'est toutes ces petites choses qu'il faudrait faire avancer pour que nos jeunes puissent avoir une vie vraiment heureuse. Voilà, il y a un papa qui m'a confié cette photo. Et c'est son fils qui signe son premier contrat de travail. Donc là aussi, hein, c'est un moment de grande joie pour la famille. Voilà. On aimerait que beaucoup de nos jeunes puissent signer des contrats de travail, même si c'est des contrats de travail à mi-temps. Voilà. Même si c'est sur des tâches
minime, mais qui ait un contrat de travail. Je connais beaucoup d'établissements dans la région qui contournent ce problème qui existe entre les foyers de vie, les foyers d'hébergement et le travail, dont je vous ai parlé, en faisant faire des stages à leurs jeunes. Mais leurs jeunes, du coup, ils n'ont pas la reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Donc, socialement, c'est pareil. On leur fait faire un travail, mais ils n'ont pas de reconnaissance de travailleurs handicapés. Deux minutes. C'est bien, j'ai fini. Voilà. Alors, on disait ce matin, l'âge adulte, finalement, ça représente presque 3/4 de leur vie. Donc, comment permettre à ces jeunes d'avoir un logement qui leur convienne quand ils font partie, entre guillemets, des pas assez pour aller dans un foyer d'hébergement ou des trop pour aller vers un foyer d'accueil médicalisé avec beaucoup plus de personnel. Finalement, c'est soit ils arrivent vraiment à vivre de manière autonome, et là, il y en a très très peu, soit ils restent dans leur famille au domicile des parents. Et les parents, ils vieillissent, donc à un moment donné, c'est pareil, on est dans une problématique. Voilà, donc 2 minutes, Francesque m'a dit, donc je vais conclure. Mon témoignage, il ne voulait pas du tout être polémique ce matin, il voulait vraiment soulever des questions. Le chemin des familles, il est très long. Le besoin d'aide, il est réel. J'ai envie d'ajouter, parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est un peu personnel, mais une vie avec un jeune avec autisme peut être enrichissante. Souvent, des amis me disent « Mais comment tu fais? Comment tu agis ?» Je dis « Mais Rémi m'a conduit sur un chemin de résilience. » Et si j'ai rencontré de belles personnes, de bonnes personnes, j'accepte le handicap de mon fils, j'avance avec, et c'est un beau chemin, c'est une belle route. Et là, je voudrais en profiter pour remercier tous ceux de la RAPI qui m'ont accueilli. Voilà, tous les professionnels et toutes les familles de la RAPI qui m'ont accueilli depuis 2004, et ils font partie de ce chemin de résilience. Voilà. Le paysage de l'autisme, il a changé et il y a de vrais changements qui se sont opérés, en particulier pour les enfants. En France, on crée maintenant, enfin ça existait déjà d'ailleurs, mais vraiment ça s'est officialisé, le fait de créer des classes maternelles pour eux, avec une pluridisciplinarité au sein de la classe. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Le regard sur la famille, il a évolué aussi. Je pense que les jeunes parents qui arrivent maintenant, c'est quand même plus facile. Ils ont davantage d'informations que nous qui avons 20 ans en arrière. Mais il y a trop de parents qui se retrouvent démunis et inquiets quand arrive ce fameux âge adulte, parce qu'en fait, là, bien souvent, ils sont obligés d'accepter des solutions par défaut. Les solutions qui s'offrent à eux sont vraiment, trop contraignantes pour l'instant et pas suffisamment développées. Il n'y a pas le choix de solution. Voilà. On est dans un système où quand on a une place quelque part, il faut l'accepter, parce que si on ne la prend pas, entre guillemets, on n'a rien d'autre. Voilà. C'est ce choix qui est encore trop restreint pour les familles. Et donc j'ai fini par ça. Il va bientôt y avoir les recommandations de la Haute Autorité de Santé en France et de l'ANES, de l'Agence nationale d'évaluation et de la qualité des établissements et services médico-sociaux. Je pense que beaucoup de parents attendent comme moi ces recommandations et on espère y voir apparaître cette notion de souplesse qui nous paraît fondamentale. Je pense que quand on aura compris que prendre une personne avec autisme, c'est avoir beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'aménagement, je pense qu'on aura gagné un grand bout. Voilà, je vous remercie.